Je te laisse. Un petit peu d'intro, Priscilla. Pardon, excuse-moi, je croyais que Mathias. tu parlais à Emmanuel, excuse-moi. Tu me laisses la parole. OK. Eh bien, bienvenue à tout le monde pour la dernière after work dans le cadre de nos ateliers du digital. J'ai un écho. Je ne sais pas si vous entendez mon écho. Moi, j'ai un écho très très fort, mais voilà. Non, ça va. C'est bon? Oui. On trouvait intéressant de faire un point avec, enfin, puisqu'on arrive à la fin de l'année avec Emmanuel, donc Emmanuel Vivier du Hub Institute sur cette année 2020 qui a subi beaucoup de changements et voir justement ce qui avaient été les gros changements en termes d'organisation, de structuration et quels étaient les points forts qu'on allait aussi pouvoir en tirer pour 2021 et faire un petit peu de prospective sur ce qu'on pense qui va perdurer. Voilà. Emmanuel, je te laisse la parole. Merci. Effectivement, petit point ce soir sur un petit peu les tendances business 2021. On va dire qu'on va essayer d'oublier 2020 assez rapidement et voir la suite. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Emmanuel Vivier, je suis cofondateur du Hub Institute. Le Hub Institute, on est un think tank digital qui aide les grandes entreprises à suivre un petit peu les tendances, les innovations, les bonnes pratiques en termes de transformation business, qu'elles soient digitales, durables, organisationnelles. Et on a cette chance d'organiser beaucoup d'événements, beaucoup de formations pour suivre et partager un tout petit peu ça. Alors, 2021 déjà, ça va être la suite de 2020. Donc, petit bilan et tendance en termes de marketing et de communication. La bonne nouvelle, malgré l'inconfort et la difficulté, le challenge du Covid-19, c'est que le monde et la vie ne se sont pas arrêtés, en tout cas pour la majorité des gens. Et c'est intéressant, une étude Kantar qui nous disait seuls 8% des Français estiment que les marques devraient arrêter la publicité pendant la crise. Donc c'est un petit peu cette idée du not everything is cancelled. Le soleil n'est pas annulé, le printemps n'est pas annulé, les relations ne sont pas annulées. Alors elles sont certainement plus difficiles et plus complexes, mais on voit bien que l'idée, c'est pas non plus de dire on va tous s'arrêter de vivre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Ça va plutôt être de faire avec ou faire malgré. Et effectivement, il va falloir faire avec, puisque l'idée, c'est pas non plus d'être complètement étanche à la réalité. Et quand on parle de marketing et de communication, c'est aussi d'être pertinent. Donc évidemment, on comprend qu'au tout début de la pandémie, et du premier confinement, n'ayant pas trop de lisibilité, de visibilité, tout le monde s'est un petit peu arrêté, a dû revoir ses budgets, a dû les campagnes qui avaient été conçues avant et qui n'étaient plus forcément pertinentes, mais on voit bien qu'après, l'idée, ça va être de reprendre la main tout en adaptant un petit peu les choses. Et quand on dit adapter les choses, c'est un petit peu la pyramide de Maslow, où on voit bien qu'au début de l'épidémie, tout en bas, déjà, les gens, ils ont peur pour leur santé, pour leur sécurité, où est-ce que je vais habiter, qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, c'est les besoins liés à la sécurité de son emploi, de son chez-soi. Et puis, tout doucement, à mesure qu'on va reprendre un petit peu la main, passer le choc, et que tout simplement la pandémie va se développer, qu'on va apprendre à vivre avec, on va vouloir aussi changer un petit peu de sujet. Et donc, on voit que les marques, au tout début, ça a été un peu une surprise face, elles aussi, à la pandémie, sans forcément savoir comment réagir. Ensuite, ça a été une nécessité de rassurer les clients, les employés par rapport aux actions menées, aux mesures mises en œuvre. Et puis après, on voit bien qu'après ce premier déconfinement, puis ce deuxième déconfinement, puis on ne sait pas si on en aura un troisième ou un quatrième, l'idée c'est aussi de relancer les choses. Des fois, là, on doit se relancer pour peu de temps pour les fêtes de Noël. Et puis c'est aussi en même temps anticiper le monde d'après et profiter peut-être de ces contraintes et de ces changements pour aussi se dire, quitte à être forcé de se réinventer, est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour faire un monde un peu plus durable, vertueux, humain, empathique, et donc tout ça en même temps. Donc c'est vrai que c'est toute la difficulté, c'est de trouver la juste posture au bon moment. On voit que, évidemment, le Covid a bouleversé tous les plans en termes de stratégie. On avait
prévu souvent ces plans médias, ces plans de communication 6 mois, 1 an à l'avance avec des budgets. Tout le monde a dû tout repenser, rebudgéter. En plus, sans trop savoir sur quoi se baser pour la suite, voire on les a refait un certain nombre de fois. On a dû tout repenser. On s'est aussi posé la question finalement, est-ce qu'on doit communiquer? C'est une crise sanitaire, économique et humaine. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Et puis si on le fait, comment on trouve le bon ton, le bon moment, le bon format? On voit des fois d'une semaine sur l'autre avec les annonces ou les changements de réglementation, tout peut changer. Donc en plus, avec ce besoin de régularité et de réactivité, pour pouvoir pas tomber complètement à côté de la plaque. Alors il y en a au début, ils ont fait le choix de tout couper. Coca-Cola, par exemple, il a stoppé net tous ses budgets publicités au début, en se disant finalement, on n'y voit plus rien, tout est flou. Ils ont même décidé de prendre une partie de leur budget pub pour subventionner des actions de mobilisation au début du Covid, et en disant, voilà, on vous dit qu'on va être déconnecté pendant un petit moment, mais ensemble, on peut faire une différence et donc on va utiliser notre budget pub pour supporter des initiatives de solidarité. On a eu aussi des messages juste de soutien. On a vu beaucoup les opérateurs, hein, puisque rester connecté quand on peut plus se voir, c'est super important. On voit bien en télétravail ou pour se divertir en ligne. Et donc que ce soit SFR, que ce soit Orange avec son message on reste ensemble, Bouygues Télécom ou Free, voilà, un petit peu des messages, on disait, d'intérêt public en communiquant sur on reste chez nous, restez chez vous et finalement ensemble on va affronter la pandémie. Beaucoup de choses autour de l'empathie, mais avec toujours ce risque quand c'est une empathie un peu trop rapide, un peu trop automatique, de pouvoir paraître insincère. Alors évidemment, il y a les messages de service et ça, c'est plutôt une bonne chose. Air France, les gens, ils avaient tout de suite besoin de savoir, là, tout de suite maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec mon vol, annulé, décalé, est-ce que je peux me faire rembourser? Donc là, on doit surcommuniquer à ce moment-là et c'est important. En plus, on voit bien l'importance d'un vol ou le coût d'un vol. Ça peut être du soutien émotionnel et là, c'est Nux, par exemple, qui avait fait un message sur les réseaux sociaux. Chère communauté, nous n'avons pas vraiment le cœur aujourd'hui à parler de beauté. Nous espérons simplement que vous et vos proches vous portez bien. Donc, des fois aussi faire une petite pause publicitaire et parler des vrais sujets ou être aux côtés. Et là, c'était Petit Bateau, par exemple, qui était un peu aux côtés des parents qui se retrouvaient à faire l'école en proposant des activités et en les aidant à tenir un petit peu la pression. Donc, on voit bien qu'on passe un peu de cette logique de promesse de marque où on nous dit toujours on est pour la planète, le meilleur des mondes, à finalement démontrer sa raison d'être. Et là, en face à une difficulté, justement, on attend des marques qu'elles prouvent ce qu'elles promettent d'habitude. Et justement, on attend qu'elles montrent l'exemple vers les salariés. Donc, est-ce que je protège mes salariés? Est-ce que je leur donne la possibilité d'aller au télétravail? Est-ce que je mets en place les bons équipements, par exemple, dans le retail, face aux clients et face à la communauté, et pas se contenter de grandes annonces ou de grands discours. Et évidemment, on a retrouvé finalement nos grandes maisons, Chanel, Hermès, Dior et d'autres qui ont tout de suite pas attendu, qui ont été des fois beaucoup plus rapides que le gouvernement à dire on va mettre notre savoir-faire finalement pour créer des gels hydroalcooliques, on va les mettre au service des soignants, de nos employés, voire plus derrière. On va fabriquer des masques, on va commander des masques avec nos connaissances commerciales et import-export. Et à la limite, voilà, on ne demande pas. Hermès n'a pas dit grand-chose. LVMH a été un petit peu plus visible, Kering ou Dior aussi, mais au final, voilà, ils ont été très rapides. Ils n'ont pas attendu. C'était presque instinctif et je pense que ça a été particulièrement vu et apprécié. Il y en a, ils n'ont pas forcément été voulus, mais finalement, c'est l'exemple de Decathlon, hein, où on s'est rendu compte que pour les gens qui avaient besoin, alors pas d'être intubés, mais juste d'avoir une aide respiratoire, finalement, quand on n'avait pas assez de matériel ou de respirateur, le plus simple, c'était d'adapter tout simplement le masque de plongée de Decathlon. Alors, on a les premiers à avoir trouvé l'idée n'ont pas demandé l'autorisation à Decathlon, mais assez vite, ils ont demandé des plans pour créer un adaptateur. Et en fait, Decathlon les a fournis. Et puis après, il y a eu toute une chaîne de solidarité pour fabriquer en 3D les adaptateurs. Donc c'est intéressant aussi, c'est d'accepter qu'on hack son produit pour participer finalement à l'effort collectif. On a vu aussi tout un tas, et entre autres dans la mode, avec Balzac Paris, avec Patou, avec Pinko, de collections de capsules solidaires. Des fois, c'était aussi de dire, à ce moment-là, je vais reverser une partie de mes revenus
avec des capsules aux soignants ou au fonds de solidarité. Enfin voilà, l'idée c'est de montrer aussi qu'on fait ce qu'on peut. Des fois, bah oui, on n'a pas un masque comme Decathlon, mais au moins on peut reverser ou soutenir des causes communes. C'est aussi passer des messages d'intérêt public et là c'était l'exemple de Nike. C'est pas évident, vous êtes marque de sport et tous vos athlètes sont bloqués, toutes les manifestations sportives sont bloquées. Bah non, bah c'est pas grave, on va rallier à l'essentiel de ce qu'on est, c'est se prendre en main la discipline du sport et donc on va s'entraîner dans nos chambres et donc on va proposer à tous les athlètes ambassadeurs de proposer des cours de coaching, de proposer des défis sur les réseaux sociaux, sur TikTok et le reste, et finalement bah, recréer, enfin sortir peut-être un petit peu du côté anxiogène pur et aller soutenir, inspirer, aider les gens aussi à garder au moins, on va dire, une activité physique minimale. Et puis c'est des fois aussi inspiré avec un peu de poésie, et ça c'est Ikea qui l'a fait. Alors d'ailleurs avec un même film, mais qui a été redécoupé et carrément même avec des baselines différentes d'un pays à l'autre, mais qui recélèbre un petit peu finalement la maison cocon. En se disant oui, on est bloqué en confinement, mais finalement cette maison, c'est peut-être l'occasion d'apprécier comment on s'y sent bien justement par rapport au dehors qui en ce moment est un peu compliqué. Et donc évidemment, je suis pas en train de faire la promo de chaque produit avec un prix, mais je suis en train de réexpliquer l'importance de mon univers et finalement redécouvrir des fois des choses qui paraissent comme ça habituelles ou données. C'est aussi Apple hein, qui a fait un spot en disant bah oui, on est peut-être confinés, on est peut-être en télétravail, on est peut-être loin les uns des autres, mais justement, la créativité, grâce à tous les outils qui nous entourent, grâce à l'iPod stylet, aux outils de partage, de communication, de collaboration, bah, c'est un challenge, mais c'est aussi les challenges qui nous rendent plus créatifs et donc d'aider à positiver malgré les contraintes. Il y en a d'autres en termes de contraintes, bah, évidemment dans la mode qui ont été assez bloquées, hein, parce que c'est comment vous faites pour faire un shooting quand vous n'avez plus le droit de réunir dans un studio vos mannequins, vos stylistes, vos créations. Il y en a bah, donc qui vont tester le shooting à distance avec FaceTime. Là, c'est Jack Mus. Mais effectivement, voilà, alors c'est pas toujours évident. En même temps, on se rend aussi compte du bénéfice de certains modèles qui sont tellement rodés que même à distance, en leur envoyant les vêtements et en les guidant un tout petit peu, bah, elles ont un savoir-faire en termes de pose. Certaines ont aussi quasiment maintenant appris à faire de la photo. À force d'être pris en photo, souvent, elles savent elles-mêmes en faire. Et en tout cas, voilà, c'était peut-être pas 100% aussi beau, aussi réussi que d'habitude, mais en même temps, il y avait un côté peut-être plus authentique, plus naturel, plus sympathique. Est-ce que d'ailleurs, on n'aurait pas trouvé ça déplacé de dépenser des millions d'euros pour un shoot en pleine pandémie? On a vu aussi L'Oréal avec une des héroïnes des séries se faire une teinture de cheveux. Donc on voit que voilà, on est aussi dans ce moment un petit peu plus, on est proche, on tombe les apparences, les emballages, et on voit qu'évidemment pendant cette pandémie, bah, le marketing autant sur la télé a été un petit peu coupé, alors que la télé faisait des audiences records, mais il s'est effectivement beaucoup concentré sur les réseaux sociaux où on a passé tous beaucoup de temps à s'informer, à échanger, à critiquer. Beaucoup, je ne sais plus qui c'est qui disait, Emmanuel Macron, tu devrais venir sur Twitter, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'on a un peu bâché tout le monde, les marques, le gouvernement, enfin chacun étant un petit peu perdu. Et puis on a vu effectivement certaines plateformes émerger encore plus que les autres, avec TikTok entre autres qui a fait une formidable croissance. Et je vous invite vraiment, vraiment, et Mathias me disait que vous aurez une prochaine session sur TikTok, mais allez y rejeter un œil entre ce que vous avez peut-être vu il y a 1 ou 2 ans, plateforme assez basique avec juste des lip dubs et des chorés. La plateforme est devenue très créative et d'ailleurs au moment de la Fashion Week cette année on a vu énormément de promotions pour les défilés, pour des vidéos sur mesure. Et bah, sur ces réseaux sociaux, l'idée c'est pas forcément de faire de l'auto-promo produit, c'est plutôt de divertir, d'inspirer. Donc Jacques Mus qui a fait un challenge de créativité avec ses fans, Chanel qui a fait un concert avec Angèle. Donc il y a un moment évidemment une fois que la première
première partie de la pandémie est passée, il faut aussi changer. On ne peut pas tous les jours regarder BFM ou LCI en se demandant ce que c'est la fin du monde. L'idée, c'est aussi de se dire, on est là ensemble et il faut vivre malgré tout, se changer les idées, être créatif. Effectivement, on a vu entre autres La Redoute faire un énorme carton sur TikTok, puisque là, l'idée, c'était de pouvoir candidater pour être mannequin La Redoute. Ça fait plus rêver qu'on peut imaginer. Et là, on a eu 200 millions de vues sur la campagne avec 111 000 vidéos créées. Donc, comme quoi, devenir mannequin et modèle, ça fait toujours autant rêver les plus jeunes. Mais c'était intéressant. Il y a eu Clarins l'année dernière, mais c'était une des premières marques, entre autres dans le textile, à vraiment lancer un challenge en France et avec un très beau résultat derrière tout ça. Et puis, au-delà des plateformes sociales, on a les jeux vidéo qui eux-mêmes deviennent des plateformes. Finalement, quand on passe du temps dans Animal Crossing, dans Fortnite, on n'y va pas y jouer tout seul. Désormais, on s'y retrouve avec ses amis, on y passe du temps. D'ailleurs, Fortnite permet maintenant d'être aussi un lieu où on peut faire des concerts. Donc, ça change effectivement un petit peu les choses. Et c'est Travis Scott, le rappeur, qui a réuni 12,3 millions de personnes en live sur 5 dates de concerts. Et on le retrouvait en 3D, gigantesque, avec une scénographie dingue. Et donc, on se baladait avec son joueur pendant le concert. Donc, on voit que finalement, c'est des univers demain dans lesquels je pense qu'il y a beaucoup, et on en voit de plus en plus de collaborations possibles. On a Gémeaux qui a présenté une de ses collections dans Animal Crossing, mais on voit que voilà, on va retrouver beaucoup plus de créativité en n'oubliant pas que le gamer moyen aujourd'hui c'est 34 à 35 ans. On a aussi beaucoup de gameuses et beaucoup de mères de famille. Voilà, Gémeaux qui s'est dit on fait le buzz, on va aller se créer un espace un peu comme à l'époque sur Second Life dans Animal Crossing. On va aller présenter sa collection. On n'a pas un budget phénoménal, mais ça a été pas mal repris par la presse et puis finalement c'est une façon un petit peu décalée de faire parler de soi. On le voit d'ailleurs, tout le côté gaming ou réalité augmentée avec les lens sur Snapchat, et c'est Polo Ralph Lauren par exemple qui est très très présent. Alors dans Bitmoji, vous savez, pour faire vos petits personnages, voilà, et donc on voit des lens pour s'amuser en réalité augmentée, on voit des mini-jeux, donc finalement ce côté ludique gaming, il est en train de devenir vraiment pop culture et d'aller nourrir d'autres univers, entre autres celui de la mode. Voilà, on va avoir des petits personnages, ça nous rappelle les jeux vidéo à l'ancienne, et puis les lens où effectivement on va pouvoir s'amuser à tester des tenues de la marque. Et puis évidemment certaines marques ont aussi tenté l'humour, alors ça dépend de son ADN, mais c'est Decathlon voilà, qui nous a fait un clin d'œil quand on est confiné et qu'on est obligé de s'entraîner à la maison, et donc malheureusement on ne peut plus se rendre à la piscine ou au stade avec le petit côté fait à la maison. Donc c'est aussi de montrer aux gens voilà, qu'on est en empathie avec eux, qu'on les soutient et qu'on sait que c'est pas évident, et eux du coup ont adapté une partie de leurs cours en coaching en ligne, mais on peut le faire aussi dans un domaine plus luxe et plus glamour. Donc ça c'est Roger Vivier qui nous a fait un petit clin d'œil au cours de fitness des années 70-80, version de luxe. Donc voilà, c'est pas évident toujours à prendre avec des pincettes quand on fait de l'humour, mais quand on réussit, ça se fait bien. Et évidemment, la marque qui a été très très forte sur l'humour, c'est Burger King, qui est toujours un ton impertinent, qui détourne les choses, et là qui nous a invité, faute de pouvoir aller à Burger King, de faire votre Whopper de la quarantaine en achetant les produits à peu près équivalents pour reconstituer votre Whopper. Et là, carrément, en allant plus loin, parce qu'au début, c'était juste un clin d'œil. Après, ils ont carrément fait un deal avec Carrefour et Uber Eats pour vous faire livrer le kit à la maison en région parisienne. Donc évidemment, ça correspond bien à leur ADN. Et puis, effectivement, au-delà de la com et du marketing, l'idée, quand on voit toutes ces startups qui cartonnent, c'est aussi de repenser la qualité de son expérience client, de son interface. On ne peut pas dire, mais Netflix ou Spotify, grâce à la data, on va personnaliser, on va avoir des playlists personnalisées de films, de musique, on voit à quel point les interfaces d'Uber ou Blablacar nous ont simplifié la vie, ou de Waze. Et là, on a un challenge pour pas mal d'acteurs existants. On a des très bons produits.
Des expériences en point de vente quand ils sont ouverts plutôt bonnes, et par contre quand on va sur le digital, on sent que ça pique beaucoup plus. La direction artistique et créative, c'est bien. L'expérience client et les interfaces, c'est aussi important. Et il y en a un qui nous l'a bien rappelé, c'est Amazon, qui a évidemment continué de cartonner encore plus que d'habitude, puisque c'est un peu les rois du e-commerce. Et on voit que dans tout ce qu'ils font depuis le début, c'est constamment au service de l'expérience client pour simplifier, fluidifier, depuis l'achat en un clic, la livraison avec Amazon Prime, les premiers tests avec les dash buttons, puis les scanettes qui ont permis d'aboutir à Alexa, l'enceinte connectée. Amazon Go, on ne fait plus la queue à la caisse. Les premiers tests de livraison par drone. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie volonté de pas innover pour innover, pas la technologie pour la technologie, mais toujours la technologie au service de l'utilisateur. Donc, pour résumer les stratégies de com gagnantes, on a ceux qui ont fait preuve d'empathie, solidarité, entraide, protection des employés, action de soutien. Il y a ceux qui ont innové pour simplifier la vie des consommateurs. J'informe, je propose des nouveaux services, des nouveaux modes d'achat ou de retrait. Il y a ceux qui ont accompagné et soutenu, donc le côté un peu tuto, coaching, checklist. Et puis ceux qui ont essayé plutôt de nous inspirer, de nous divertir avec de l'humour, des contenus, de la vidéo et du gaming. Alors ça, c'était pour la communication et le marketing, mais on a tous vu que effectivement, cette crise a aussi été un formidable pivot pour le commerce online et malheureusement un moins bon pivot pour le commerce offline, mais aussi avec cette transformation omnicanale mélangeant le on et le off. Et effectivement, depuis 20 ou 25 ans, ça fait quand même un moment que le digital est arrivé, on voit que quand on a une marque traditionnelle, on se retrouve avec des consommateurs connectés qui ont des nouvelles attentes et des nouveaux comportements. Ils sont sur leur mobile, sur les réseaux sociaux, ils achètent en ligne, mais pas que. On a des millions de startups ou de DNVB, Digital Native Vertical Brand, qui viennent nous challenger sur le produit, le service, l'expérience client. On a des fois notre concurrence traditionnelle qui innove plus vite que nous. On a les géants numériques comme Google, Apple, Facebook, Amazon, ou les géants chinois qui viennent maintenant dans d'autres univers. Et puis, on a le Covid. Et le e-commerce, c'est pas nouveau. Ça fait depuis quand même 95 qu'Amazon existe. Mais effectivement, on voit depuis 4-5 ans des nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les DNVB, des acteurs nés avec le digital. On pourrait parler de Cézanne, du slip français ou d'autres, où généralement, on va avoir des entreprises très agiles, avec des interfaces très modernes, très centrées utilisateurs, avec une capacité à s'adapter, à tester des choses, à être très communicant et très créatif sur les réseaux sociaux, donc qui viennent évidemment challenger les acteurs historiques. Et le e-commerce lui-même, il a explosé grâce ou à cause du Covid. Finalement, il a progressé autant en 2 mois aux États-Unis qu'en 10 ans aux États-Unis. Donc aujourd'hui, toutes catégories confondues, on est quasiment arrivé à 25-28% du commerce qui est devenu e-commerce. Alors ça redescendra certainement un petit peu avec la rouverture des magasins, mais on voit qu'en tout cas, toute une partie des gens qui n'avaient jamais acheté en ligne sur certaines catégories, le textile, l'alimentaire, sur le voyage, on y était déjà plutôt pas mal, ont testé des nouveaux services. Et donc, évidemment, ça va créer des nouveaux usages, des nouvelles attentes, et ça changera forcément nos modes de consommation, même après la pandémie. Une vague pas forcément réussi pour des plus petits acteurs, et on voit qu'en France en particulier, les TPE et les PME ont un peu raté la marche. Aujourd'hui, il n'y a que 37% des TPE qui possèdent un site internet et que 9% qui ont un site marchand. Donc là-dessus, on a plutôt un gros retard. On voit les libraires qui ont beaucoup râlé, et certainement à raison face à Amazon, mais en même temps, ça fait quand même 25 ans qu'ils pouvaient commencer à créer un site internet, une newsletter, ou publier, pourquoi pas, leur coup de cœur sur les réseaux sociaux. Alors, pas évident, c'est vrai que ça fait toujours peur, le jargon, la technologie, mais on voit que de plus en plus, on a quand même des solutions beaucoup plus simples qu'avant qui nous permettent de sauter le pas si on se fait un minimum accompagner. Et ce e-commerce, justement, on peut se poser la question de ce que c'est, parce que finalement, il y a tellement de façons de le faire. Aujourd'hui, on a identifié plus de 15 types
de e-commerce. On va avoir le e-commerce en direct, le D2C, direct to consumer. On va avoir le e-commerce via une marketplace, via les réseaux sociaux, via les influenceurs, via les enceintes connectées, les préventes, les ventes privées, la vente de seconde main, les showrooms en 3D en ligne, le live streaming. Donc, on voit qu'il y a une multitude de possibilités. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle, à chacun de trouver finalement le format qui nous convient, qui fait sens et qui est aussi accessible à notre bourse. Mais finalement, il y a bien plus de possibilités qu'on imagine derrière tout ça. Et on devrait plutôt parler d'everywhere commerce que de e-commerce aujourd'hui, puisque on a un grand rayon de possibilités pour se faire. Mais c'est vrai quand même que derrière, ça implique un certain nombre d'investissements et de briques technologiques, que ce soit pour le retail physique, pour le e-commerce, pour l'omnicanal et aussi surtout pour la logistique et la livraison, qui sont des sujets pas anodins. Donc c'est vrai que des fois on s'y perd un petit peu, ça fait beaucoup de solutions. Faut pas se noyer et des fois il faut aussi accepter de démarrer simplement, de démarrer petit, de démarrer avec sa communauté de clients et puis on va commencer par un emailing, on va commencer par mettre quelques produits en ligne ou faire des précommandes et faire du click and collect. Et là, il y a tout un tas de solutions qui sont en train de devenir beaucoup plus accessibles aux TPE, aux PME. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience e-commerce est encore souvent décevante. Alors ça, c'est un bon point pour les magasins. Ça veut quand même dire que les vendeurs servent à quelque chose, puisqu'on les a malheureusement pas souvent en ligne, à part un chatbot ou une messagerie. Et donc, on voit bien que c'est dur de réinventer la qualité de conseil et de service ou de mise en scène qu'on peut avoir dans un point de vente où on a le toucher, où on a l'odeur, où on a des activités ou des événements. Et donc, on voit que trop souvent, les interfaces sont encore un peu déceptives. Et ce n'est pas qu'une question d'âge, parce que même les plus jeunes sont souvent encore insatisfaits des interfaces de shopping online. La première chose, souvent, c'est qu'on ne s'est pas adapté au fait que la plupart de vos clients aujourd'hui vont vous trouver, rechercher de l'information ou venir sur votre site via un mobile. Et c'est vrai qu'on a souvent fait d'abord le site web, puis à la fin on essaie de voir si c'est compatible ou si c'est lisible sur une tablette ou un mobile, alors qu'aujourd'hui on devrait d'abord penser au site sur le mobile et ensuite seulement vérifier si c'est accessible sur le PC ou le Mac, et on voit que ça a encore plus explosé la consommation sur mobile. Souvent aussi, on va aller trop loin, faire des choses très innovantes et on oublie les basiques. Aujourd'hui, un bon site e-commerce, c'est d'abord des bonnes fiches produits avec des bons visuels, avec des bonnes vidéos, avec des bons descriptifs et puis des fois la nécessité d'acheter du retail média, donc de payer pour être mis en avant sur des marketplaces. Ou sinon d'investir suffisamment pour la promotion de son site, donc à acheter des mots-clés ou des Facebook Ads pour attirer du trafic sur son site. Et ça, c'est plutôt un travail de fourmi, mais c'est tellement important. Combien de fois on est passé sur un site e-commerce, on a du mal à se rendre compte de la texture, de la taille, de la couleur, parce que il n'y a pas assez de photos, c'est pas assez mis en situation, et ça, c'est vraiment toujours super important. Évidemment, un autre sujet, c'est la rapidité et la simplicité de livraison. Aujourd'hui, évidemment, la référence, c'est un petit peu Amazon, qui est un peu le pont de la logistique. Alors, on peut vendre via Amazon, on peut même faire gérer sa logistique avec FBA Fulfillment by Amazon. Après, ça ne veut pas forcément dire que si on ne livre pas en une heure ou une journée, c'est la fin du monde. Il faut juste peut-être pouvoir l'expliquer, informer les clients. Et d'ailleurs, on voit certaines marques comme Asphalt qui ne vont pas hésiter à faire du pré-achat. Donc, ils vont demander à leurs clients d'acheter à l'avance. Ils produiront à la demande. Et donc, forcément, on a des délais de livraison assez longs. Mais à partir du moment où on a un bon produit de qualité, un bon prix, et si on est transparent et qu'on explique qu'en plus c'est bon pour la planète, pour éviter le gâchis, eh bien, ça peut aussi fonctionner. Donc, on n'est pas toujours à devoir livrer demain dans le prochain quart d'heure. La simplicité et la rapidité de livraison, c'est aussi beaucoup de petits détails. De petits détails pour informer, pour être transparent sur les modes de livraison, sur les délais de livraison, sur les coûts de livraison, sur offrir un choix de différentes possibilités, pour offrir une substitution si un produit est en rupture de stock, sur la simplicité de faire sa liste de courses, pour la simplicité de paiement. Et donc, là encore, trop souvent, on s'aperçoit que ce soit pour l'achat, la livraison du drive, on est encore loin d'être optimal.
c'est plein de petites batailles pour améliorer les choses. Souvent, c'est encore trop compliqué de créer sa commande en ligne. C'est encore pas toujours clair quand on nous parle de click and collect, comment ça va se passer, où ça va se passer. On a encore un certain nombre d'informations. Il y a des fois, je me demande si les e-commerçants achètent sur leur site parce qu'on a encore l'impression que des fois, le parcours est quand même pas évident. Et puis, c'est ne pas se tromper dans la commande. On voit des fois sur des grandes plateformes dans l'alimentaire, quand on n'a pas ce qu'on veut, ça peut être très frustrant et déceptif. Et s'il y a bien un pays au-delà des États-Unis qui nous montre un petit peu ce qui est possible et le potentiel du e-commerce, c'est effectivement l'Asie et la Chine en particulier. Alibaba, cette année, pour le 11 novembre, ne nous a pas fait une journée du single day, mais nous a fait 11 jours pour le single day. Et là, c'est 74,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 11 jours. Ça fait rêver. 800 millions de clients qui ont participé. C'est 2 milliards de paquets, 2,32 milliards de commandes qui ont dû être livrées. Et donc, ça nous montre aussi le potentiel à terme, même si Alibaba continue plus que jamais d'investir dans le retail physique, d'acheter des boutiques, d'acheter des malls, et donc d'avoir une vision très complémentaire et omnicanal du commerce. Un exemple avec Intimé, qui est un petit peu comme les Galeries Lafayette ou le Printemps en Chine, qui a été racheté par Alibaba. Ils ont formé 5000 vendeuses à faire du live streaming. Donc, c'est un petit peu le téléachat avec mon téléphone, mon ring light, et un peu comme une blogueuse beauté, mais en live, je vais expliquer, présenter un produit et permettre, puisque là-bas, les applications comme WeChat permettent de le faire un peu plus aisément, d'offrir la transaction directement. Et donc, aujourd'hui, c'est 20 à 50% du chiffre d'affaires de Intimé qui se fait directement sur Internet au lieu de 10% en 2019. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 800 millions de Chinois qui assistent régulièrement à des sessions de live streaming. Aujourd'hui, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, c'est gratuit de streamer son mobile. Donc, il faut prendre le coup de main. On a toujours un petit peu peur, mais c'est vraiment des choses qui sont particulièrement accessibles. Effectivement, on voit beaucoup de tests. Il y avait Carrefour, là, il y a quelques jours. On a les Galeries Lafayette aussi qui sont actives. Et là, on a tout un tas d'outils. J'en ai listé quelques-uns, mais Bambuser sur la mode semble un des leaders aujourd'hui pour proposer ce type d'expérience si vous ne voulez pas le faire dans un player YouTube ou Instagram. Donc, c'est un petit peu le clienteling 2.0 où finalement votre vendeur va pas vendre à une personne en face de lui, mais à distance à une audience et pourquoi pas répondre aux questions ou présenter un produit à distance. La vidéo d'ailleurs et le live a été particulièrement utilisé par la mode. On l'a vu avec les Fashion Week où malheureusement les journalistes ne pouvant pas se déplacer. Il a fallu faire différemment. Et donc on a vu des défilés comme celui de Balmain en live sur TikTok. On a vu des fois le behind the scene de la Fashion Week avec Louis Savia-Roma. Jean-Paul Gaultier nous rappelait quand même que lui il avait déjà live dans Snapchat en 2016, donc des fois on redécouvre finalement des tactiques où la techno était peut-être pas complètement prête et Burberry chez eux, ils ont préféré Twitch. Donc, on voit que ce n'est pas les plateformes qui manquent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des audiences particulièrement conséquentes. Et les plateformes sociales elles-mêmes sont en train de mettre en plus du live, des outils de social commerce, des formats pour mettre en avant des produits et aller vers du transactionnel sur ces réseaux sociaux, un petit peu comme le fait déjà la Chine depuis 2 ou 3 ans. Donc ça, d'ailleurs, vous aurez vu que dans Instagram, il y a un nouveau bouton Shop qui est apparu dans l'interface depuis quelques jours. Le e-commerce ou le everywhere commerce, c'est plein de formats. On avait parlé des enceintes connectées. C'est désormais possible de faire de la transaction, d'acheter vos courses sur votre enceinte connectée Google avec Carrefour, par exemple. Donc, on est en train d'y arriver. Alors, on va être très franc, c'est encore plutôt de la R&D pour beaucoup de marques, mais on voit que la voix, tout doucement, va devenir un moyen de commander depuis son téléphone ou son enceinte. Alors, tout ça, c'est génial. On a beaucoup parlé de technologie. Mais bon, n'oublions pas que nous sommes des animaux sociaux et que souvent, la techno, c'est mieux que rien. Maintenant, si on a le choix demain, l'intérêt, c'est de mixer les deux et évidemment de pouvoir retourner dans les points de vente. Je pense qu'on est tous à attendre et on l'a vu déjà avec l'ouverture des magasins ces derniers jours. Il y a eu foule. On voit qu'un magasin, c'est pas juste un stock, c'est pas juste une caisse enregistreuse, c'est aussi du service, de la passion, des vendeurs, du conseil, des animations
formation aussi. Et ça, évidemment, l'idée, c'est pas de le perdre, hein, c'est d'aller chercher le e-commerce en plus, en complément de ce qu'on fait en boutique quand on peut ouvrir. Quand on ne peut pas, bon, bah, au moins, ça permet de limiter la casse. Mais l'idée, c'est vraiment de mixer les deux et d'aller vraiment dans cette logique omnicanal où évidemment c'est compliqué parce que aller dans la boutique et se faire livrer à la maison, aller sur internet, se faire livrer dans la boutique, commander sur mobile, c'est autant de points de contact en marketing et autant de points de contact en achat qu'il faut maîtriser. Donc évidemment, on ne peut pas toujours tout faire dès le début, mais l'idée quand même demain, c'est de se dire il n'y a pas des clients en ligne et des clients offline. On est tous à certains moments dans la rue et à certains moments sur Internet. L'idée, c'est vraiment de rendre les choses plus fluides avec vraiment ce challenge derrière l'omnicanal qui est celui de la logistique et de la livraison qui représente un coût quand même particulièrement important. Donc là, on voit qu'heureusement, il y a tout un tas de startups qui sont en train de nous proposer de plus en plus des nouvelles solutions et qui devraient permettre de vous décharger ou de trouver un partenaire qui gère cette partie assez complexe et coûteuse du business model. On parlait d'Alibaba, effectivement, eux ne se contentent pas de cartonner sur la toile avec Taobao, Tmall, mais voilà, ils sont en train d'investir le retail physique avec des malls, des boutiques, et tout ça repose aussi sur une plateforme de paiement, Alipay, sur le cloud et sur une grosse plateforme logistique Kenyao. Et donc, le fait qu'ils maîtrisent l'entièreté de cet univers les rend très forts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont aussi au service des marques qui vont beaucoup vendre. Et là où on a vu beaucoup de marques de mode et de luxe hésiter et voire refuser d'aller sur Amazon, on voit qu'un certain nombre ont franchi le pas sur Tmall, par exemple, en Chine. Donc ça va être intéressant de voir quand Alibaba va arriver en Europe, si c'est plutôt un concurrent ou un partenaire pour les marques de mode. Alors, on a parlé de communication et de marketing, on a parlé de commerce, mais évidemment, on peut se poser la question un petit peu de qu'est-ce qui nous attend demain, vers où va la société. Et ce qu'on voit, c'est que le Covid ne change pas foncièrement le monde. Il est plutôt en train d'accélérer et d'amplifier des disruptions qui étaient déjà présentes au préalable. On a une disruption sanitaire de fait, mais ce n'est pas la première fois que on fait de plus en plus attention à sa santé, à son bien-être. On a une disruption du travail. Aujourd'hui, on est à distance, on ne pourra pas prendre l'apéro. On a une disruption durable et on voit bien que la RSE était déjà là depuis quelques années, mais que l'importance du durable et de l'inclusion est en train d'exploser. Et donc, on passe un peu d'une New Economy, où on nous parlait uniquement de digital et numérique dans les années 2000, à une Next Economy avec ses 4 dimensions, digital, durable, travail et santé, qui font beaucoup de changements cumulés à assurer, donc un véritable choc pour un certain nombre d'acteurs traditionnels. On a d'abord cette disruption sanitaire. On voit bien qu'en ce moment, malheureusement, on a toujours des distances sociales, on a toujours des gestes barrières à respecter, on a toujours des limitations de déplacement ou de voyage et on a des limitations, des jauges à respecter pour recevoir du public dans les points de vente ou pour se rencontrer et que malheureusement, on le voit avec déjà les premiers confinements, déconfinements, que ça risque de s'enchaîner encore pendant quelques mois en espérant que le vaccin, évidemment, fonctionne et ensuite soit disponible et qu'ensuite on puisse un jour retrouver une certaine normalité, même si a priori on ne retrouvera jamais totalement le monde d'avant. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que notre rapport à l'hygiène, au bien-être et à la santé est en train d'évoluer. On est beaucoup plus sensible à cette hygiène, à cette sécurité, on se méfie un peu plus. Effectivement, des lieux où on se déplace, on fait aussi plus attention à son bien-être. On voit bien qu'on a été très stressé, très angoissé, on continue de l'être aujourd'hui, on a peut-être été touché par la maladie ou des proches, et donc évidemment sa santé, c'est aussi sa santé mentale, hein. C'est faire plus attention à soi, à son bien-être, à méditer, et puis c'est aussi la bonne nouvelle, tout ce que permet le digital pour simplifier ou augmenter la santé. On l'a vu avec la télémédecine, l'explosion des téléconsultations. Et puis, il y a la data qui risque d'améliorer la qualité des soins et de personnaliser les soins. Ce qui est intéressant, c'est là où nous, on a tendance à râler. On s'aperçoit qu'on voit finalement d'autres pays comme l'Asie, là c'est la Thaïlande, eux réagir beaucoup plus vite, puisque ça c'est une vidéo de toutes les actions qu'ils ont mis en œuvre dans leur mall pour rassurer les clients et pour s'adapter au Covid. Et vous allez voir, ça fait pas mal d'innovations.
Voilà, et donc cette vidéo date déjà d'avril ou mai, donc même si effectivement ils ont affronté le Covid un peu plus tôt que nous, on voit qu'ils ont été particulièrement réactifs, inventifs et pragmatiques pour permettre au business de continuer. Et donc finalement, on rentre un petit peu dans une économie, alors pas du sans contact, hein, mais du moindre contact, où en fait on va essayer de réduire finalement l'exposition et les risques. Et donc finalement des technologies qui avaient un petit peu du mal à se lancer ou à se démocratiser, comme le paiement sans contact, d'un seul coup on a augmenté le montant du paiement sans contact, on a rendu ça beaucoup plus attractif, parce qu'il y a un intérêt de ne pas toucher le TPE. Et donc, d'un seul coup, on a vu des choses comme ça se développer. Évidemment, ça nous fait penser à Amazon Go, où l'idée, c'est de rentrer en se scannant avec son téléphone, de ne plus faire la queue et de se servir et d'être automatiquement facturé avec un magasin autonome. Alors, bon, ça enlève un petit peu le côté social et conseil, mais on pourrait imaginer pourquoi pas demain avoir des vendeurs qui ne font que conseiller et ne plus encaisser, tout simplement. Et là, Amazon, ils sont encore allés plus loin avec Amazon One, où là, l'idée, il n'y a même plus besoin de s'identifier avec son téléphone. C'est carrément une reconnaissance de la paume de la main. Donc, on est avec de la biométrie, un petit peu comme ce qu'on fait pour déloquer son iPhone. Alibaba, d'ailleurs, un petit peu l'équivalent. Eux, c'est carrément, on va reconnaître, alors c'est joliment dit, hein, smile to pay, on va reconnaître votre visage, un petit peu comme, encore une fois, votre iPhone pour déloquer le téléphone. Alors, il y a encore un petit code PIN derrière, au cas où votre jumeau voudrait, ou votre jumelle, faire du shopping. Mais en tout cas, on voit qu'on va vers une plus grande fluidité, simplification du paiement. Et c'est vrai que ce soit offline ou online, on voit que ce paiement, il est encore des fois un peu compliqué, un peu pénible. On nous envoie un SMS avec un code de validation. Bon, l'idée, c'est quand même que demain, on puisse être dans un achat plaisir où finalement la partie transactionnelle, elle est presque invisible et sans couture. Et puis, si on n'a pas les moyens d'Amazon, on peut faire des choses plus simples. Et là, c'est le bon vieux retour du distributeur automatique. Alors, à gauche, on a les chocolats Nestlé au Brésil avec un robot, un bras robot qui va nous fabriquer le ballotin à la demande en allant récupérer les petits chocolats. À droite, alors là, c'est la version low-tech de chez low-tech avec des fermiers qui nous proposent de déloquer un casier, de récupérer tout simplement auprès du producteur ses produits de 6h à 22h du matin. Donc voilà, il y a toujours aussi plein de solutions très sophistiqués et d'autres beaucoup plus simples, beaucoup plus pragmatiques. Et je pense qu'on a une période en ce moment où les clients sont prêts à accepter beaucoup de tests et d'expérimentations sans que tout soit parfait du premier coup. C'est aussi une période pendant laquelle la régulation s'adapte. On l'a vu avec la télémédecine, on a permis de pouvoir faire de la télémédecine, mais là c'est l'exemple de la livraison par drone. Alors Zipline, c'est déjà une société qui en Inde et au Rwanda livre des médicaments par drone volant, et là-bas c'est possible, mais c'est des pays un peu moins développés dans lesquels il y a moins de règles et c'était un petit peu plus simple. On voit qu'en Europe, aux États-Unis, le vrai problème, c'est pas tellement que les drones fonctionnent, ça marche, c'est d'avoir le droit par rapport à tous les trafics aériens, etc. Et là, subitement, grâce au confinement, grâce au Covid ou à cause du Covid, eh bien, Google, Amazon et d'autres ont eu des autorisations pour tester des drones autonomes, des drones roulants, des drones volants. Donc, ces moments de crise sont aussi des moments d'opportunité qui vont, la contrainte favorise l'innovation, rend possible l'innovation et permet des fois de voir des adaptations très rapides de choses qui mettaient un petit peu de temps. Et puis, évidemment, sur l'aspect sanitaire, c'est aussi un focus, un changement aussi de priorité, de valeur, d'habitude, de comportement où, faute de pouvoir aller manger au restaurant, de sortir au cinéma ou au spectacle ou au concert, ce qui est quand même assez triste, eh bien, effectivement, on se recentre aussi sur son chez soi, sur prendre le temps de redécouvrir les joies de la cuisine. Et on a bien vu les ruptures de farine ou de pépites de chocolat au début du premier confinement. C'est prendre plus de temps peut-être pour lire, pour coudre, pour peindre. Et on voit que finalement, plein de hobbies comme ça, qu'on prenait pas forcément le temps de faire, on est en train aussi de retrouver un petit peu le temps, ou de reprendre le temps de se développer personnellement, de faire du yoga, de la méditation à la maison. Et ça, effectivement, ça va être intéressant de se demander demain qu'est-ce qu'on peut proposer. On a vu les succès aussi de la déco et du bricolage. Alors, on a vu cette disruption sanitaire. Il y a évidemment aussi une disruption du travail. On voit qu'on est dans un monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe, ambigu, un monde qui change en permanence. Et ce qu'on a essayé de décrypter dans notre dernier ouvrage, le guide du futur des RH et du management, c'est qu'on ne peut plus travailler et s'organiser
comme on le faisait dans les années 50, 80 ou 90. On voit bien que le monde du travail, il est encore beaucoup hérité du monde de de l'organisation scientifique du travail, du côté un petit peu d'usine fordiste, où on a un contremaître qui surveille des collaborateurs qui dit quoi faire, qui dit comment le faire, qui vérifie que les gens sont bien là à l'heure et font bien ce qu'on leur a dit, comment on leur a dit de le faire. Et on voit bien que ce mode-là, il ne va pas vraiment être suffisant. Il ne va plus forcément être adapté pour attirer les talents, pour motiver les troupes. Et puis surtout, forcer les gens à suivre des procédures au cordeau, ça marche très bien quand un modèle est posé. Dans un monde en plein changement, les procédures, ça va plutôt nous alourdir, nous rendre incapables d'agilité. Et cette agilité, elle va nécessiter de l'empathie, de la confiance. Tout simplement puisque en période de crise, la difficulté, ça va être de s'adapter vite. Et on voit bien que plus on est grand, on parlait de Top Shop tout à l'heure, plus finalement, malgré l'argent, on a du mal à pouvoir pivoter et s'adapter parce que ça veut dire changer les habitudes, les procédures, les outils de milliers ou de dizaines de milliers de personnes. Et finalement, la faiblesse d'une PME, d'une TPE, c'est aussi sa force. J'ai pas d'argent, mais j'ai des idées et j'ai une capacité à m'adapter beaucoup plus vite que les gros acteurs. Et c'était Charles Darwin qui nous dit les survivants, c'est pas forcément les plus gros, c'est pas forcément les plus riches, c'est pas forcément les plus forts, c'est ceux qui ont la plus grande capacité d'adaptation. Et là, finalement, être petit, c'est aussi une chance, c'est aussi cette capacité de pouvoir se mettre d'accord vite, de tester des choses rapidement et de réagir rapidement. Et on voit bien que cette crise, on va être très franc, elle ne touche pas tout le monde de la même façon. On voit bien qu'on soit hôtelier, restaurateur ou dans la mode, on est touché fortement plus que si on vend du logiciel, du Zoom ou d'autres secteurs économiques. On voit aussi que personnellement, vos collaborateurs, vos employés ne vont pas être touchés de la même façon. S'ils sont déjà expérimentés, qu'ils connaissent vos procédures et la boîte, ça sera plus simple que pour un junior qui vient d'arriver. Si ils sont dans une grande maison à la campagne, sans enfants, ça sera plus simple que s'ils sont dans un studio avec 4 enfants dont il faut faire l'école à distance, avec malheureusement pas toujours l'équipement qui va bien. Donc on voit bien que on ne peut pas avoir une seule solution et qu'il va falloir aussi s'adapter en comprenant qu'on n'a pas tous été touchés de la même manière. Certains ont été malades, d'autres pas. Certains ont eu des gens autour d'eux malades et d'autres pas. Certains sont très angoissés. D'autres sont presque contents de pouvoir travailler en chaussettes à la maison. Donc on voit bien que voilà, c'est important d'avoir cette empathie pour comprendre les contextes et les ressentis des uns et des autres qui ne seront forcément pas les mêmes. On voit aussi que cette crise, finalement, elle a mis en avant, on va dire, les outils souvent dépassés d'un certain nombre d'acteurs. Si vous n'aviez pas Teams, si vous n'aviez pas Slack, si vous n'aviez pas Google Meet ou Zoom, aujourd'hui, ça serait très compliqué. On ne pourrait pas faire cette session-là. Et donc, il y a des entreprises qui avaient déjà l'habitude, qui avaient déjà ces outils-là. Il y en a d'autres, elles n'étaient pas prêtes. Alors, il y en a qui ont su rebondir rapidement. On voit que pour d'autres, c'est un peu Frankenstein IT. On a des outils très lourds, très compliqués. On a des VPN. On ne peut pas avoir accès aux informations. On ne peut pas télétravailler. Et donc, tout ça, ça va ralentir. Ça va fatiguer les équipes. Ça va stresser les équipes inutilement. Ça va augmenter l'absentéisme, ça va réduire la productivité et ça va finalement paralyser ou ralentir l'entreprise en termes d'innovation et de chiffre d'affaires. Donc oui, c'est un coût, les investissements technologiques, mais à être compétitif aujourd'hui et de ralentir ses équipes. C'est fluidifier les échanges. Et ça, c'est intéressant. On a vu un certain nombre d'entreprises qui faisaient beaucoup de top-down avec des newsletters, par exemple, essayer de favoriser la collaboration, les échanges. Ça, c'est effectivement ADO, donc le groupe Leroy Merlin, mais on l'a vu chez Kiabi aussi, qui a adopté Workplace. Kiabi, jusqu'à maintenant, c'était de la communication top-down du siège. Et d'un seul coup, avec Workplace, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis aux gens des magasins, d'un magasin à l'autre, en transverse, de s'entraider, de partager les bonnes pratiques, de se donner des coups de main. Et puis, ça a permis aussi en bottom-up d'avoir des gens opérationnels, des vendeurs dans les rayons, de remonter des informations parce que je vais prendre une photo, je vais commenter et en quelques secondes sur ce réseau social interne, je vais pouvoir remonter ce que je ressens, ce que je vois, mes frustrations, alors que normalement, ça serait passé par mon N+1, puis mon N+2, puis mon N+3, puis un jour, ça serait jamais remonté au siège. Donc, fluidifier la communication et le partage d'informations, c'est aussi gagner en agilité. C'est mieux comprendre ce qui se passe
du haut jusqu'en bas dans l'entreprise. C'est pas attendre qu'on nous donne la permission en haut, mais pouvoir échanger entre nous en tant que collaborateurs. Et là, dans le groupe Leroy Merlin, c'est 142 000 employés et 106 000 qui désormais sont des utilisateurs actifs de ce type de réseau social. Donc, c'est libérer l'intelligence collective. Et on nous a beaucoup dit pendant longtemps, mes collaborateurs ne sont pas innovants, ne sont pas agiles. C'est marrant, avec le Covid-19, tout le monde a été très agile. Tout le monde a trouvé des solutions. Ça nous prouve bien une chose, ce n'est pas les collaborateurs qui ne sont pas innovants. C'était plutôt les entreprises, l'organisation, les procédures, les outils qui finalement empêchaient souvent les gens de pouvoir expérimenter, tester ou réparer les problèmes de l'organisation. Si vous ne donnez aucune liberté à vos équipes, si vous ne leur faites pas confiance, comment voulez-vous qu'ils innovent ? Puisque innover, ça veut dire tester, expérimenter et changer des choses. Si je sais qu'à chaque fois que je veux tester, on me dira non, ou que ça sera énormément d'efforts et de risques, très vite, j'aurai compris que l'entreprise fait tout pour m'inciter à ne pas innover. Donc demain, libérer la parole, donner un petit peu d'autonomie, faire confiance, et on l'a vu pendant le Covid, c'est aussi une très bonne façon de gagner du temps. Et quand certains nous disent on a fait notre roadmap e-commerce 2024 en 2020, ça montre bien. Alors, j'espère que ça sera un peu plus cool et un peu moins sous pression, mais qu'on peut faire les choses bien plus vite qu'on imagine si on enlève des procédures inutiles. Si au lieu de se focuser sur les 2% de risques et de gens qui pourraient faire de travers, eh bien, vaut mieux libérer les énergies des 97 ou 18% de gens qui aiment l'entreprise, qui aiment la marque et qui font tout pour essayer de trouver des solutions pertinentes. Et donc, pour réussir à faire ça, le rôle du manager, il est essentiel. Là où avant, il suffisait d'être le chef, de commander, demain, et surtout aujourd'hui, c'est d'inspirer. Il faut donner envie aux gens de venir et de s'investir. Il faut rassurer les gens, en particulier en ce moment, crise sanitaire, crise économique, des fois crise familiale. Il faut coacher les gens, on est là pour les aider à s'épanouir, à se réaliser. On est là pour enlever les obstacles sur leur chemin. C'est un peu manager as a service. C'est faites votre job parce que j'ai confiance en vous et si vous avez un problème, je serai là pour vous aider à le régler. Et puis évidemment, c'est d'accepter de déléguer, de donner de l'autonomie pour que les gens puissent effectivement expérimenter et innover. Et donc finalement, le rôle, c'est vraiment de recréer de la confiance. Recréer de la confiance en étant en empathie et en bienveillance. Les gens font au mieux qu'ils peuvent en ce moment dans un contexte anxiogène, dans un contexte compliqué avec de la fatigue cumulée, recréer de la confiance parce que sans confiance, on ne peut pas avoir d'agilité. Et l'agilité, on peut l'avoir aussi dans le collaboratif. Souvent, la bonne solution, c'est plusieurs personnes qui vont l'avoir, c'est en échangeant avec la logistique, avec la compta, avec le support client, avec la création. Et puis, il va falloir aussi faire preuve de patience et de résilience. On ne change pas une culture, on ne change pas une organisation, on ne change pas des process en 2 jours. Et on voit bien qu'en plus, il ne suffit pas de les changer une fois, ça change en permanence. Et donc, va falloir faire acte de résilience, mais en collectif, ça se passe toujours beaucoup mieux. Et surtout, tout ça, des fois, il faut le faire en plus à distance et en période de crise. Et l'innovation, ce n'est pas qu'une problématique de budget. Souvent, on nous dit oui, mais je ne peux pas innover, je n'ai pas d'argent. Navi Raju, qui a écrit Innovation New GAD ou Innovation Frugale, nous dit finalement, et d'ailleurs, c'est un peu notre spécificité en France, c'est le système D, c'est la débrouillardise. Quand il n'y a pas de solution, on en trouve une. Quand il n'y a pas de procédure, on en invente une et finalement, c'est pas plus mal et des fois, c'est bien mieux que ce qu'on aurait pu imaginer si on avait pris le temps, avec de l'argent, en réfléchissant 3 fois trop, avec trop de procédures. Et donc, finalement, c'est la contrainte qui nous rend ingénieux. C'est faire simple et rapide et pragmatique. C'est suivre son cœur. C'est des fois essayer de faire preuve de bon sens pour trouver des solutions simples et pragmatiques et c'est souvent celles qui fonctionnent le mieux. C'est devenir une organisation apprenante dans laquelle finalement le changement ne doit plus devenir un obstacle, un défi ou une douleur. Ça doit devenir normal d'évoluer, de se reformer, de s'informer, de tester les choses en permanence. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout un tas de choses sur Internet. Regardez le succès des tutos. Aujourd'hui, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut trouver des informations. Là encore, quand je voyais nos amis les libraires, et je les plains, mais aujourd'hui, s'ils veulent faire une newsletter, il y a des outils gratuits, ils peuvent trouver des gens pour leur expliquer. Ça prend quelques clics. S'ils veulent faire une vidéo sur YouTube, ça prend un téléphone, un petit peu de temps et quelques clics. Mais il y a quand même une barrière à l'entrée qui est en train de tomber. Il y a un partage de l'information qui est assez génial. Et puis, au-delà, on va dire, de cette agilité, c'est aussi changer peut-être un peu en termes de
posture, de culture, de valeur. On voit bien qu'il y a quand même un vrai sujet où la société est en train d'avancer plus vite que les marques et que les entreprises. On voit que les marques, on va en reparler après, essaient d'être un peu plus inclusives, mais les entreprises sont encore trop souvent ont du mal en termes de mixité, en termes d'inclusivité, en termes de diversité, d'âge, de diplôme, de sexe, d'origine ethnique ou sociale. Et on voit bien que la nouvelle génération, elle n'a plus envie de ça. Elle a envie de se mélanger. On est dans une société finalement métisse. Et finalement, l'innovation, elle vient souvent en confrontant les points de vue, en mélangeant les idées, en mélangeant les origines et les approches. Et on voit bien que même, par exemple, dans les sociétés technologiques réputées pour leur innovation, il y a encore un petit peu du mal à recruter des gens plus seniors. Donc là, ça va être intéressant de voir les entreprises qui arrivent à se mettre à niveau là-dessus, puisqu'il y a des grosses attentes de la part des employés et de la part des candidats. Et d'ailleurs, quand on maltraite les gens, quand effectivement on s'est un peu perdu en termes de valeur et de culture, de plus en plus on va se faire prendre à partie. On l'a vu avec l'Elion ou Balance ton agency côté agence de publicité en ce moment, ou certaines agences qui des fois ont un peu tendance à avoir un peu trop de recours aux charrettes ou à être sexistes ou à maltraiter leurs équipes, aujourd'hui se font dénoncer. On le voit effectivement avec Vogue qui s'est fait aussi interpeller par rapport à la black culture. On le voit avec Glassdoor qui nous permet de connaître l'ambiance chez un certain nombre d'entreprises. Eh bien, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple d'être parfait, c'est pas toujours simple de voir cette transparence et des fois ces attaques s'étaler sur les réseaux sociaux, mais sachez que demain on vous regarde et que les gens que vous employez, avec qui vous travaillez, d'ailleurs des fois les fournisseurs, communiquent aussi sur votre réputation. Et ça, demain, ça va compter pour attirer les talents. Et puis, c'est important derrière ce sujet du travail de se poser la question du bonheur ou peut-être de l'épanouissement au travail. Et c'est Daniel Kahneman qui a fait pas mal d'études qui nous dit que au-delà d'un certain niveau, alors évidemment, la base de la base, c'est quand même de recevoir, de travailler dans des conditions un minimum saines et d'être payé correctement pour son travail, mais qu'au-delà d'un certain niveau, finalement, ce n'est pas le salaire qui nous rend heureux, c'est vraiment les résultats, la reconnaissance de notre personne en tant que telle, de notre métier, de nos performances et de nos efforts. Ça, c'est une chose. Et la qualité des relations avec notre boss, notre équipe, nos collaborateurs, notre entreprise et notre écosystème qui font l'épanouissement au travail. Et effectivement, si on s'entend bien dans son entreprise, si on a l'impression d'être reconnu et apprécié, au-delà du salaire, ça va faire une énorme différence. Et des fois, on peut nous payer très cher si finalement on s'entend très mal et si on est mal reconnu et maltraité, eh bien finalement il y a peu de chances qu'on reste. Et à l'inverse, dans les ONG, des fois on est mal payé, mais on a du sens dans son travail et on va apprécier s'y impliquer. Donc on voit bien que demain on a une attente en termes de valeur et pas juste de promesses qui va être de plus en plus importante et un alignement entre les promesses et la réalité des comportements et du business qui va être regardé de près par les candidats. Puis pour terminer, une distribution durable et inclusive. On voit que, au-delà des activistes, des écolos, aujourd'hui, malheureusement, comme ils nous l'avaient un petit peu annoncé, les catastrophes écologiques se sont multipliées. Il y en a eu un relais médiatique de plus en plus important. Le grand public et les employés font désormais pression sur les marques. Les politiques, du coup, montent au créneau en votant de nouvelles lois, de nouvelles taxes. Et du coup, les investisseurs eux-mêmes sont en train de se convertir au durable en se rendant compte tout simplement que les entreprises non durables seront à terme pénalisées financièrement. Et donc, c'est aussi l'occasion de financer des innovations puisque maintenant, il y a un marché pour être plus vertueux. Alors, être durable, c'est beaucoup d'attentes de la part des consommateurs, des employés, des régulateurs, des marchés sur la transparence. Comment sont fabriqués vos produits? D'où viennent-ils? Quels sont les ingrédients? Comment vous traitez vos fournisseurs? Des attentes sur l'utilité sociale. Est-ce que vous apportez plus à la planète que vous la détruisez? Des attentes sur le développement durable. On parle toujours du recyclage, mais finalement, c'est bien plus que ça. C'est l'éco-conception, c'est la production locale, c'est le bio, c'est l'interdiction de la destruction des stocks. Et puis, c'est l'éthique et l'inclusion. Et donc, est-ce qu'on traite bien ses collaborateurs, les femmes, les handicapés, les minorités cette transparence, on a tous vu avec Yuka, 16 millions d'utilisateurs en Europe, Clear Fashion dans la mode, Clean Beauty sur les produits cosmétiques. Le consommateur, la consommatrice veulent être informés, veulent avoir accès à l'information. Si vous ne voulez pas lui donner, il trouvera un moyen, puisque grâce à Internet, aujourd'hui, grâce au monde globalisé,
tout circule, l'information circule, et effectivement, si vous avez des choses à cacher, ça va se voir assez rapidement. Faire du durable, faire de l'impact positif, c'est compliqué. Il n'y a pas de solution simple et simpliste. On voit bien que ce soit au niveau de la volonté, de la stratégie, au niveau du sourcing et des achats, de la conception de la production, de l'énergie, de la logistique et du transport, de la culture interne, du marketing et des ventes, eh bien, c'est tout un tas de chantiers variés, complexes, compliqués. Et évidemment, on ne pourra pas tout traiter d'un coup. L'idée, ce n'est pas de faire parfait, c'est de faire mieux ou un peu mieux chaque année, tout seul avec sa marque, avec sa filière, avec son industrie, avec son pays. Mais on voit bien qu'en tout cas, aujourd'hui, le centre de gravité est en train de basculer et qu'il y a des attentes de plus en plus importantes, de plus en plus intenses et urgentes. Et donc, si on ne se prépare pas aujourd'hui, ça va être demain tout simplement pas être vertueux pour la planète, mais après-demain, se retrouver en difficulté. Et en plus, cet effort ou cet investissement, et c'est Patagonia qui nous le montre, il peut être payant. Patagonia, dès le début, est vraiment dans cette logique de réduction de l'impact, de réparation des produits existants, de réutilisation avec le marché de la seconde main, de recyclage. Et tous ces efforts, c'est un coût, mais c'est aussi un bénéfice puisqu'aujourd'hui, c'est 14% de croissance par an depuis 2009. C'est 1 milliard de dollars de revenus. Donc, on n'a pas dit que c'était facile. On n'a pas dit que c'était confortable, mais ceux qui feront cet effort-là demain seront de plus en plus valorisés, et reconnus et appréciés par les clients. On voit que des fois, c'est s'allier avec son écosystème. Nespresso, par exemple, désormais, c'est allié à Citeo et vous pouvez jeter vos capsules désormais dans la poubelle jaune et ça sera automatiquement collecté et recyclé. En Belgique, ils se sont même alliés à leurs concurrents pour atteindre une masse critique suffisante. Wrangler qui a développé des nouvelles façons de teindre les jeans en réduisant de 100% la dépense en termes d'eau, de 30% la consommation de coton avec du coton recyclé. Puis on voit un certain nombre d'entreprises des fois ouvrir même une partie de leurs brevets avec leur filière pour être mieux disant. On voit aussi une diversité en termes d'innovation, par exemple, par rapport à, on ne devrait pas dire du cuir, mais de l'équivalent ou du simili-cuir vegan à base d'ananas, à base de champignons, du cuir bioprinté ou conçu en éprouvette, de la soie faite à base de fibres d'agrumes. Donc on voit tout un tas de nouveaux matériaux arriver, par exemple, pour éviter la souffrance animale. On voit le seconde main exploser avec Vinted, avec Vestiaire Collective, avec Place to Swap qu'on avait fait intervenir dernièrement. Et puis, on voit aussi un monde plus inclusif qui arrive évidemment dans la beauté avec Dove, mais depuis dans la mode, dans le luxe. On voit Tommy Hilfiger qui a lancé Tommy Hilfiger Adaptive depuis 2 ou 3 ans, une ligne dédiée aux handicapés, conçu avec des handicapés, avec un marketing conçu aussi avec des handicapés. Et ce n'est pas juste pour être simplement une ligne de business adaptée, co-conçue. On voit Chanel avec un de leurs premiers mannequins transgenres. Et effectivement, je terminerai avec le Hub Forum qu'on a fait intervenir récemment à notre conférence Hub Forum. Et le printemps, ils ont vraiment repensé entièrement leur plateforme de marque pour redonner du sens, pour respecter réellement les différences. Donc, on voit que ils vont avoir des mannequins avec différentes morphologies, différents âges, différentes couleurs de peau, voire gender fluide ou avec des handicaps, avec un vrai effort sur le développement durable et puis une accessibilité aussi au luxe ou un respect en termes de valeur et de prix. Donc, vous voyez les mannequins qu'on peut retrouver sur leur site internet, aussi de tous âges, de toute morphologie, effectivement avec des handicapés aussi, et puis pourquoi pas du gender fluide pour sortir un petit peu des segmentations habituelles et avec cette volonté, voilà, par exemple, de paiement collaboratif pour créer du luxe accessible. Je conclurai juste en disant que derrière tout ce qu'on a vu, finalement, c'est la confiance qui est vraiment la notion clé.
On a besoin d'avoir confiance dans notre futur, sinon on jette l'éponge, on abandonne, que ce soit en tant qu'entreprise, créateur ou citoyen ou consommateur. On a besoin d'avoir confiance dans les marques pour acheter leurs produits. On a besoin d'avoir confiance dans nos employeurs pour avoir envie de travailler pour eux. Et puis la confiance, c'est la base de la société. On ne vivrait pas ensemble, tout simplement. On ne ferait pas société si on ne pouvait pas se faire confiance, malgré les tensions actuelles. Et donc pour se faire confiance, il va falloir faire preuve d'empathie pour se mettre à la place de l'autre, des consommateurs, de leurs nouvelles attentes ou exigences, à la place des minorités qu'on a des fois du mal à prendre en compte. Et puis il va falloir faire preuve de résilience, puisque rien ne va être facile ou simple ou confortable, mais c'est dans le challenge qu'on innove. Et au-delà de cette transformation digitale et du e-commerce, c'est une transformation au service du sens et de l'impact positif. Et finalement, on pourra peut-être se dire que malgré la difficulté et des fois le drame de cette pandémie, ça sera peut-être pour réinventer un monde plus vertueux, plus positif, plus respectueux de l'humain, de la planète et de l'environnement. Et ça, on ne va pas s'en plaindre. Donc j'ai envie de vous dire joyeux 2021. On espère qu'en tout cas, ça sera une année pleine de promesses et qu'elle nous permettra de faire enfin, de fermer cette année 2020 compliquée, douloureuse, mais peut-être pour le meilleur des mondes. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions, c'était assez riche. Merci Emmanuel, c'était hyper intéressant. Alors, est-ce que vous avez des questions, peut-être soit en les posant directement, soit à travers le chat? Sinon, vous pouvez ne pas être d'accord aussi, hein, ça m'intéresse d'avoir des avis différents. Ou des témoignages sur certaines des tendances qu'on a vues. Oui, moi j'ai une question. Si vous avez des informations, je suis Cédric Dauche, pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Bonjour Cédric. J'ai une question sur la transformation du printemps. Oui. Quelles data et quelles infos vous avez sur le premier pas qu'ils ont fait et les succès qu'ils ont pu rencontrer? Alors, a priori, quand ils sont intervenus là, il y a quelques jours, ils avaient l'air de dire qu'ils voyaient déjà les impacts en termes de chiffre d'affaires et d'audience et de trafic. Maintenant, ils ne nous ont pas donné les chiffres, donc on les croit sur parole. Évidemment, je pense que quand on fait évoluer une plateforme de marque, ça s'installe dans le temps. Fait d'annonce. Après, ça va être intéressant de voir aussi à quel point il adapte ou pas. On ne réussit pas tout forcément du premier coup. Par contre, je pense que quand même, ils sont en train de rattraper un certain retard qu'avaient des fois les marques sur l'évolution de la société. Et a priori, plus on est en écho avec la société, plus il y a quand même de chances que ça se passe un peu mieux plutôt que d'être complètement à côté de la réalité. Mais on va attendre de voir les chiffres sonnants et trébuchants pour voir au-delà du côté vertueux si réellement ça se transforme en business. Ok, merci. Mais en tout cas, c'était assez holistique, donc on va suivre ça de près. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va se dire au revoir. Juste pour conclure sur les rendez-vous, donc on termine fin 2020 et le dernier épisode donc, est sous forme de masterclass avec l'agence OU et ce sera très axé réseaux sociaux. Donc on vous enverra le lien et le déroulé très prochainement. Et n'hésitez pas de toute manière à retrouver donc cet after work sur notre site internet en replay dans l'espace documentation. Merci beaucoup Emmanuel, c'était hyper riche, très intéressant, je pense très complet. Eh bien, avec plaisir. Merci à toutes et à tous et bonne chance pour 2021. On attend de voir plein d'innovations arriver en offline, en online de la part des marques. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Merci Emmanuel, bonne Merci. soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.